Ah non, mais il y a une énorme différence entre les dirigeants de l'UMP et nous. Hein. Ça, mais même la base. Non, mais je veux dire, même sur l'immigration, même sur l'insécurité. Non, mais à la base, par exemple, la sortie de l'euro ou ce que vous dites sur l'Europe. Oui, madame, mais d'abord, je crois que la conscience des Français change sur ce sujet. Bon. La sortie de l'euro a été présentée comme une catastrophe économique cataclysmique majeure. C'était le cas d'ailleurs pour le vote le rejet de la Constitution européenne. On nous avait aussi expliqué que ça allait être cataclysmique. Les Français ont dit non. On leur a même pas d'ailleurs laissé le temps de voir si c'était le cataclysme. On leur a imposé quand même. Moi, je crois que on y viendra au retour aux monnaies nationales pour une raison simple, c'est que l'euro n'est pas viable. Bon, mais je l'ai dit 100 fois, il faut peut-être maintenant laisser juste le temps faire son œuvre, c'est-à-dire montrer les limites de la politique de l'euro, dont les Français admettent au moins aujourd'hui de manière majoritaire qu'elle a été catastrophique sur l'emploi, sur la compétitivité, sur le pouvoir d'achat. Ils sont même, je crois, 63% à dire que s'il fallait revoter pour l'euro, eh bien c'est 63% à voter contre. Ça veut donc dire que l'euro est un échec. Vous sortiriez de l'euro aujourd'hui, vous seriez en poste aujourd'hui, Marine Le Pen à la place de François Hollande, vous sortiriez de l'euro? Je réunirais mes partenaires européens. Je ferais avec eux le bilan de l'euro. J'essaierai de faire l'analyse, comme je l'ai fait en toutes circonstances, de ce qui va arriver. Parce qu'il arrive aujourd'hui exactement ce que j'ai prévu qu'il arriverait. Les pays tombent les uns après les autres, et les soi-disant de cautions que nous étions censés donner pour sauver un coup la Grèce, un coup l'Espagne, etc., mais qui jamais n'obligeraient à faire des chèques, bah aujourd'hui on va faire les chèques. Voilà. Ça veut dire qu'on va faire 37 milliards de chèques pour la Grèce. Ça veut dire qu'on vient de faire 31 milliards de chèques pour le FMI. Et tout ça au même moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture et qu'on jette des familles, et notamment des familles modestes, dans des difficultés qui sont insurmontables. Donc je réunirai les partenaires européens et je ferai en sorte d'organiser la fin de l'euro. Avec eux. Que tous ensemble, on organise, on prévoit la fin de l'euro. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la fin de l'euro va de toute façon intervenir dans le chaos, dans l'effondrement économique et social de nos différents pays. On reste un peu dans on partira ensuite dans l'international, mais on reste un peu en France. On a un peu l'impression qu'à la tête de l'État en ce moment, l'exécutif, c'est un peu la cacophonie. Notamment du côté de Matignon. Quel bilan vous tirez des premiers mois, on est presque à 6 mois, de la présidence de François Hollande et de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault? Écoutez, sur le plan de politique, c'est une véritable catastrophe. Sur le plan économique, je pense que la catastrophe va encore être pire demain qu'elle ne l'a été depuis 6 mois. Sur le plan de la forme, c'est la danse de Saint-Guy. C'est-à-dire que c'est une espèce d'agitation, il n'y a aucune ligne, il n'y a aucune perspective. On a le sentiment qu'il s'agit d'occuper les places pour occuper les places. Voilà, il faut exister pour exister. Donc chacun fait des sorties à droite, à gauche, mais pour une raison d'ailleurs de fond, pour le coup. La forme est soumise au fond. C'est que François Hollande n'a pas de feuille de route. Il n'a pas de marge de manœuvre. Il ne peut en fait rien faire. Il est un mauvais pilote pour une raison simple, c'est qu'il est assis à la place du passager. Et qu'il n'a ni le volant, ni l'embrayage, ni la pédale de frein, ni la pédale d'accélérateur, ni le levier de vitesse. Donc il est assis à côté de l'Union européenne, de la Troïka, la BCE, le FMI et la Commission, qui lui dictent en toutes circonstances ce qu'il doit faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour faire mine de faire quelque chose, eh bien, on lance les fameux débats dont je parlais tout à l'heure. Je reviens sur la forme. On voit qu'après 10 ans d'opposition, le PS et la majorité de gauche a du mal à prendre ses marques. Est-ce que le Front National, aujourd'hui, serait prêt, en termes d'hommes et de femmes, d'exercer le pouvoir, de compétences? Oui, tout à fait, oui. Oui, d'ailleurs, je pense que l'intégralité de ce qu'on voit démontre une incompétence majeure. Tous ces gens se sont quand même partagés le pouvoir, se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'aimerais que l'on me cite un domaine dans lequel la situation s'est améliorée. En tout cas, pas l'école, pas l'emploi,
pas le système de protection sociale, pas la situation des familles, pas la sécurité dans notre pays, etc., etc. Bon, ça veut donc dire qu'ils sont incompétents. Et que moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de gens qui sont quand même les champions du monde du chômage, les champions du monde de l'insécurité, les champions du monde de la dette, les champions du monde du déficit, etc., etc. Moi, je crois que si nous arrivions au pouvoir, beaucoup de Français seraient étonnés de nos capacités, de notre professionnalisme et de l'analyse que nous faisons des problèmes qui sont ceux de notre pays et des solutions à mettre en œuvre pour les régler. Et comment voulez-vous y arriver quand même au pouvoir? Parce qu'on constate qu'en Europe, la plupart des partis qui ressemblent au Front National n'arrivent pas au pouvoir, ou alors si éventuellement ils y arrivent, ou ce qu'ils ont pu faire par le passé, ils l'ont fait évidemment à la faveur d'alliances. Alors, quelles sont les concessions que vous seriez en mesure d'accepter pour arriver au pouvoir? Mais monsieur, d'abord, on arrive au pouvoir avec le peuple. En tout cas, quand on est un démocrate. Bon, ce qui est mon cas. Bon. Par conséquent, le jour où le peuple voudra que nous appliquions nos idées, croyez-moi, il le fera savoir dans le cadre d'élections. C'est ce pourquoi je me bats. Ce que je veux, c'est être un pôle de rassemblement à vocation majoritaire. Ça veut dire que je ne veux pas participer à un gouvernement qui va faire exactement l'inverse de ce que je préconise. Voyez-vous, tout simplement pour pouvoir avoir ma petite carte de visite avec marqué ministre dessus. Je sais que beaucoup vendraient leur mère pour avoir ça, mais ça n'est objectivement pas mon cas. En revanche, lorsque nous arriverons au pouvoir, et nous accepterons, parce que je crois que le pays sera dans une situation très grave, parce qu'il va l'être très rapidement, de faire un gouvernement d'union nationale. Et moi, je ne serai pas sectaire. Ceux qui partageront les grandes options qui sont les nôtres et qui tiennent en réalité au rôle de la nation, parce que c'est ça la vraie fracture qui existe aujourd'hui dans la vie politique française. C'est pas entre la droite et la gauche, c'est ceux qui considèrent que la nation doit rester la structure d'organisation politique, économique, et ceux qui considèrent que la nation c'est du passé et qu'il faut effondrer les frontières, qu'il faut mettre en œuvre le grand mondialisme, et donc le mondialisme étant, parce que par définition s'il n'y a plus de nation, il y a une autre force qui fait tourner le monde, cette force-là c'est la loi du commerce. Eh bien moi je ne partage pas cette analyse-là, et je vous dis que ceux qui croient en la nation, il y en a à droite et il y en a à gauche, et lorsqu'on sera sorti des ornières que la pensée unique nous a posées depuis des années, eh bien je suis tout à fait convaincu que nous arriverons à faire ce grand rassemblement. Mais le cordon sanitaire demeure entre vous et le reste de la classe politique. Oui, la classe politique, que j'appelle la caste d'ailleurs, parce qu'elle finit par ne défendre que ses intérêts propres. C'est vrai que la caste politique tente de maintenir un cordon sanitaire avec le Front National. Mais d'ailleurs, ils vous le disent avec une sorte de franchise rafraîchissante parfois. On ne veut pas parler avec le Front National, nous disent les responsables de l'UMP, parce que sinon, le Front National va nous manger. Pourquoi? Parce que nous sommes meilleurs? Oui. Parce que nous sommes plus compétents? Oui. Parce que nous sommes plus convaincus? Oui. Probablement, et c'est cela dont ils ont peur. Et donc, ce cordon sanitaire a vocation à se protéger dans leur esprit uniquement, et ça n'a plus rien à voir, évidemment, avec l'intérêt général. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est actuellement en France. Si vous étiez aux affaires, est-ce que vous l'auriez reçu? Et est-ce que vous auriez été aussi à Toulouse pour rendre hommage aux victimes juives de l'affaire Mera? Bon, pourquoi ne pas le recevoir? Moi, je considère qu'un État, quand on est le chef d'État, les nations ont des relations avec les autres nations, bien entendu. Et il n'y a absolument aucune raison pour que la France n'ait pas de relations avec Israël. Ça n'aurait pas de sens. Bon, je suis allé, vous savez, à la commémoration, enfin à la manifestation pour les militaires qui ont été tués. J'ai été évidemment, comme je crois tout le monde, horrifié par ce qui s'est passé devant cette école. La responsabilité d'un politique, et la responsabilité des politiques actuels, c'est de s'interroger pour savoir si ça aurait pu être évité. Alors moi je tiens, d'après les informations qui sont aujourd'hui révélées, que ça aurait pu, probablement, être évité. Qu'il y a donc eu une carence dans le renseignement et dans la manière dont on a mesuré la gravité, la dangerosité
de Mohamed Merah. On ne peut pas passer ça par perte et profit. S'il y a eu des erreurs, comme je le crois, s'il y a eu des carences, comme je le crois, il faut qu'il y ait évidemment des sanctions et des mesures qui soient prises pour que des événements de ce type ne puissent plus, évidemment, se reproduire. Autre sujet international qui s'enlise depuis plusieurs mois, c'est la Syrie. Est-ce que vous auriez souhaité une intervention plus grande, ou au contraire pas du tout d'intervention? Je pense que la situation de la Syrie est très similaire à celle de la Libye. Donc il faut intervenir. Pas du tout. J'étais contre l'intervention en Libye, donc je suis contre l'intervention en Syrie. Vous savez que la position qui est la nôtre, c'est le refus de l'ingérence. Moi, je suis pour la diplomatie régionale. Je pense que l'Union européenne n'a pas à venir régler les problèmes de la Libye et de la Syrie. D'autant que, sur le plan matériel, elle n'en a pas les moyens. C'est ça, la réalité. Que, par conséquent, il faut laisser les pays régionaux qui sont autour de la Syrie et de la Libye tenter, évidemment, par la médiation, par la diplomatie, de régler ces difficultés. La Méditerranée est un espace d'autant que, permettez-moi, qui nous lie à ces pays. Oui, enfin, le monde est lié, alors dans ces conditions-là, si vous voulez... Historiquement, la Méditerranée est un lieu de... Non, mais pas partout, je veux dire, par toutes les mers, somme toute, on est lié au reste du monde, ça, je n'en disconviens pas, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour intervenir, d'autant que la situation est beaucoup moins simple que celle que l'on veut nous présenter. Hein. La classe politique et médiatique a un côté binaire. Vous savez, ils ont besoin d'avoir les Schtroumpfs d'un côté et Gargamel de l'autre. Bon, il y a qu'un malheur, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que les rebelles libyens comme les rebelles syriens sont complètement infestés de djihadistes, de fondamentalistes islamiques qui sont eux-mêmes et financés et armés par des pays comme le Qatar et comme l'Arabie Saoudite, et que nous nous associons donc aux djihadistes que nous faisons mine d'ailleurs de combattre sur notre territoire, mais nous allons les aider lorsqu'ils sont en Syrie et en Libye. Alors que je faire, crois que l'exemple de la Libye, que faire écoutez, l'exemple de la Libye aurait dû, je crois, nous pousser tout de même à en tirer les leçons. La leçon, c'est que cette guerre qui était censée amener les droits de l'homme et la démocratie a apporté la charia, qui, excusez-moi, hein, mais est très très éloignée tout de même de la conception que je me fais et de la démocratie et des droits de l'homme. Il en sera exactement de même en Syrie. Voilà. Donc je pense qu'il faut d'abord parler avec la Chine et la Russie, car enfin, un Français qui essaierait de savoir les raisons pour lesquelles la Chine et la Russie s'opposent à l'intervention en Syrie serait incapable de trouver dans la presse française un article pour expliquer les raisons pour lesquelles la Chine et la Russie sont opposées à cette intervention. Non, pas un, je pense, pas un. Bon, donc ça s'appelle la diplomatie. Tout ne peut pas se régler par des obus, des bombes et des chars. Et encore une fois, si on regarde vraiment dans le rétroviseur, on s'apercevra que c'est vrai en Irak, que c'est vrai en Afghanistan, et qu'à chaque fois qu'il y a eu une intervention militaire, les conséquences de cette intervention militaire ont été pires que les causes qui avaient justifié cette intervention militaire. Un mot sur l'international. Pour la France et l'Europe, quel serait le meilleur président, Obama ou Romney? Ni l'un ni l'autre. Pour une raison simple, c'est que pour les sujets qui touchent à la France, c'est-à-dire pour les politiques qui peuvent avoir une conséquence sur notre pays, ils ont exactement la même position. C'est le cas tous les deux pour leur refus de réguler la finance internationale qui est en train de détruire l'économie réelle du monde, et c'est le cas pour la politique internationale, puisque peu ou prou, ils ont exactement la même position. Mais permettez-moi, si nous parlons d'international tout de même, je serais très condamnable si je n'évoquais pas sur votre plateau en particulier l'inquiétude majeure que j'ai à l'égard de la situation des chrétiens d'Orient. Parce qu'on en parle peu ou on n'en parle pas. Et pourtant, la déstabilisation auquel nous avons participé et dans laquelle nous avons une responsabilité, que ce soit en Irak ou que ce soit en Libye et aujourd'hui en Syrie, peut-être demain au Liban, peut-être demain en Jordanie, a une conséquence majeure sur la multiplication des persécutions, puisqu'on peut dire ça quand même, des persécutions dont sont victimes les chrétiens d'Orient, à qui je transmets ma solidarité. Merci beaucoup Marine Le Pen. C'est la fin de ce Face aux chrétiens.